Notre courant 2 va se consacrer à la critique libérale de l'État et de son rôle depuis les années 70-80. Tout d'abord, une remise en question théorique des politiques interventionnistes et régulatrices. On va critiquer le keynésianisme, on va voir l'analyse du public choice, et enfin montrer comment et pourquoi l'État est très souvent un synonyme d'inefficacité. La critique du keynésianisme. Le keynésianisme et les grands modèles keynésiens ont été très largement critiqués à partir des chocs pétroliers. Pour certains modèles ici, je vais donner juste une explication en une phrase ou deux, que tu pourras apprendre par cœur. Et certains modèles qui renvoient directement aux cours sur la monnaie, qui sont extrêmement complexes et que je ne vais pas développer ici. Je les mets juste ici pour toi en dissertation, tu penses à les mettre à ce moment-là. Critique numéro 1 du keynésianisme. C'est la critique de la courbe de Phillips, qui est contredite par les faits avec la stagflation. Qu'est-ce que nous avait dit la courbe de Phillips? C'est que si le chômage progresse, alors l'inflation doit reculer, et si l'inflation progresse, alors le chômage doit freiner. Ce qu'on observe avec la stagflation, à partir des chocs pétroliers, c'est qu'on a simultanément le chômage et l'inflation qui progressent, ce qui contredit dans les faits la courbe de Phillips. Il y a aussi une contradiction théorique par Friedman à l'aide des anticipations adaptatives et par Sargent à l'aide des anticipations rationnelles. L'anticipation adaptative, ça veut dire que les agents sont victimes de l'illusion monétaire, mais seulement à court terme. Les anticipations rationnelles, ça veut dire que les agents ne sont jamais victimes de l'illusion monétaire. L'illusion monétaire, très rapidement, ça désigne le fait que les agents économiques ne prennent pas en compte l'inflation de leurs anticipations. Ça, c'est une théorie sur la monnaie que je ne vais pas développer ici, justement. La deuxième critique qu'on pourrait citer, ce serait l'inefficacité de la relance budgétaire en économie ouverte. La hausse de la propension marginale à importer, due à l'ouverture économique, réduit l'efficacité du multiplicateur. Ce que ça veut dire, en français, c'est que si on fait une relance, par exemple en augmentant le salaire minimum, par exemple en injectant de l'argent, mais que cet argent et ces salaires sont utilisés pour acheter des biens japonais ou allemands, ça va contribuer à la relance, à la reprise de l'emploi au Japon et en Allemagne, mais pas en France, et par contre ça se fera aux frais du contribuable français. Plus les économies sont ouvertes, plus les économies sont interconnectées, plus on a une propension marginale à importer. C'est inévitable. Et cette propension marginale à importer réduit l'efficacité du multiplicateur. On dit aussi que les importations sont une fuite dans le circuit keynésien. Si tu veux un exemple, tu peux prendre la relance Chirac de 1974. C'était une relance de 15 milliards de francs, soit 2,2% du PIB, qui n'a pas servi à grand chose. Ça, c'est la relance Chirac de 1974. Tu peux aussi citer la relance Mauroy de 1981 si tu préfères. Troisième critique, c'est le modèle Mundell-Fleming, autrement dit le modèle ISLMBP, qui montre que les mouvements internationaux de capitaux, permis par la globalisation financière, vont entraver le bon fonctionnement du modèle ISLM. Autrement dit, on a une remise en question de ce modèle ISLM, on a une remise en question du policy mix. Le policy mix, ça veut juste dire qu'on combine la politique monétaire et la politique budgétaire à des fins de régulation conjoncturelle. Pareil, je ne développe pas ici. Modèle ISLMBP de Mundell-Fleming. Quatrième critique, l'effet d'éviction, qu'on appelle aussi l'effet crowding out. L'effet d'éviction, ça veut dire que le financement de la dépense publique nuit à l'investissement privé. On doit cet effet, entre autres, à Milton Friedman, que je t'ai mis ici en photo. Il y a deux possibilités. Soit on a un effet d'éviction par les quantités, soit on a un effet d'éviction par les prix. Tout d'abord par les quantités. Je vais expliquer ça à partir d'un exemple fictif un peu bidon. Imaginons que sur le marché des fonds prêtables, autrement dit sur le marché des capitaux disponibles, il y a 100 milliards de capitaux qui sont disponibles. Et les entreprises privées, elles ont besoin de 100 milliards pour financer leurs investissements, leurs opérations. Tout à coup, l'État arrive et dit bonjour, moi je voudrais emprunter 50 milliards. La conséquence, c'est qu'on manquera de capitaux pour financer l'investissement privé. Ça veut juste dire que l'investissement public prive les entreprises privées de moyens de financement dont elles ont besoin pour croître et développer leur activité. Ça, c'est l'effet d'éviction par les quantités. Il y a un effet d'éviction par les prix. Pour comprendre l'effet d'éviction par les prix, il faut que tu te rappelles que le taux d'intérêt, c'est le prix du capital. Le taux d'intérêt, c'est ce que va payer celui qui s'endette auprès de celui qui lui a prêté de l'argent. Le taux d'intérêt est un prix pour celui qui s'endette, c'est un revenu pour celui qui prête d'ailleurs. Revenons au taux d'intérêt. Imaginons, sur le marché des fonds prêtables, le taux d'intérêt est de 5%. Là, l'État arrive, il dit bonjour, moi je suis prêt à emprunter à 5%. Comme les entreprises privées sont jugées plus risquées et moins sûres que l'État, si elles veulent emporter, je dirais, l'adhésion, si elles veulent pouvoir emprunter, il va falloir qu'elles proposent un taux d'intérêt plus élevé que l'État. Par exemple, elles vont devoir proposer 10%. Pourquoi elles vont proposer un taux d'intérêt plus élevé? Parce que celui qui prête fait un arbitrage entre le risque et le profit. Il se dit voilà, je veux gagner de l'argent, mais je veux aussi être sûr qu'on me rembourse mon argent. Avec l'État, on est relativement sûr. Jusqu'à une actualité très récente, les États remboursaient. L'entreprise, elle est beaucoup plus risquée. Donc, si elle veut convaincre
le créancier, il faut qu'elle dise, bon, tu vois, je suis un peu plus risqué, mais si tu me prêtes de l'argent, moi je vais te rapporter beaucoup plus parce que je vais te proposer un taux d'intérêt plus élevé, par exemple 10%. Là, à nouveau, le problème, c'est que pour certaines entreprises, 10% c'est pas jouable. 10% c'est trop cher par rapport à leur retour sur investissement anticipé. Donc, certaines entreprises ne vont pas s'endetter, ne vont pas investir et ne vont pas financer leur croissance du fait d'un taux d'intérêt trop élevé. Ça, c'est l'effet d'éviction par les prix, par le taux d'intérêt autrement dit. Cinquième critique, tout aussi passionnante, c'est l'effet Ricardo-Barreau. L'effet Ricardo-Barreau, ça veut dire que lors d'une relance budgétaire, les ménages vont anticiper une hausse future de la fiscalité et épargne en prévision. Ce qui se passe, c'est que le ménage dit voilà, l'État fait du déficit spending. Il dépense ou il fait une relance à perte. Donc aujourd'hui, il fait des pertes. Donc demain, l'État devra rembourser ses dettes. Et pour rembourser ses dettes, c'est probable qu'il augmente les impôts. Comme demain, je vais devoir payer davantage d'impôts, il faut que je mette de l'argent de côté. Pour mettre de l'argent de côté, j'épargne. Je te rappelle que l'épargne et la consommation sont mutuellement exclusifs. Si l'un progresse, l'autre recule. Comme l'épargne progresse, la consommation freine ou recule, et la consommation, c'est ce qui contribue à la demande. Autrement dit, la demande faiblit. Ce qui veut dire que une relance keynésienne, qui est supposée être une relance par la demande, va entraîner une baisse de la demande qui va la neutraliser. On prouve donc avec l'effet Ricardo-Barreau que la relance est inefficace du fait des anticipations des agents économiques. Évidemment, ce modèle suppose que les gens soient super intelligents et puissent anticiper tout ça. Pas sûr que dans la vraie vie, les gens arrivent à le faire, mais le modèle est très célèbre, très intéressant, et t'es un peu obligé de le citer. Passons à notre idée suivante, le public choice. On va développer ici deux grandes idées. La première, c'est que l'État est au service d'une minorité, qui est une idée du public choice, mais pas seulement. Et enfin, l'idée que l'État est au service de lui-même. Alors tout d'abord, l'État au service d'une minorité. On avait cette idée déjà chez les marxistes et les léninistes. C'est la notion d'État bourgeois. L'État bourgeois, ça veut dire que l'État n'est pas au service de l'intérêt général, l'État est au service de la bourgeoisie. On estime donc que les lois, les institutions publiques, les administrations font partie de la superstructure qui est au service de la classe dominante, à savoir la bourgeoisie. Les marxistes distinguent l'infrastructure. L'infrastructure, c'est la réalité du travail et de la production et des rapports de force, de la superstructure. La superstructure, c'est la religion, la morale, les valeurs, l'État, etc. La superstructure découle directement de l'infrastructure. La superstructure découle des rapports de force de l'infrastructure et ne fait que refléter ces rapports de force. La bourgeoisie domine dans le monde économique, dans le monde politique, l'État sera au service de la bourgeoisie. C'est comme ça que ça marche. Cette idée d'un État au service des puissants a été réactivée par le mouvement Occupy Wall Street, qui avait évidemment pointé du doigt une sorte de paradoxe, qui est que le secrétaire au trésor qui a renfloué Wall Street, Hank Paulson, était l'ancien PDG de Goldman Sachs. Évidemment, quelle est la banque qui a été renflouée gracieusement? Goldman Sachs. Quelle est la banque d'ailleurs qui n'a pas été renflouée gracieusement? Lehman Brothers. Qui est Lehman Brothers par rapport à Goldman Sachs? L'ennemi juré. Forcément, ça fait sourire de voir que l'ancien PDG de Goldman Sachs renfloue Goldman Sachs, mais ne renfloue pas Lehman Brothers. Ça, c'est la vision du mouvement Occupy Wall Street, qui est un petit peu radical, mais tout à fait intéressant. Occupy Wall Street, on est évidemment dans une critique du libéralisme, on est dans une critique du capitalisme. Alors, les mecs, c'est pas forcément des marxistes, mais on peut quand même les mettre dans la même idée dans la dissertation. La théorie du public choice est une théorie qui, elle, est très libérale. On la doit entre autres à Buchanan et Tulloch, dans un bouquin qui s'appelle The Calculus of Consent, publié en 1962. Cette théorie montre qu'il existerait un marché de la réglementation, sur lesquels les pouvoirs publics sont offreurs et les entreprises sont demandeuses. Les entreprises vont chercher des réglementations qui vont leur apporter une rente de situation. Autrement dit, une réglementation qui dirait seulement toi as le droit de faire tel type de bien, seulement toi as le droit de faire tel type de service, par exemple. Autrement dit, on va créer artificiellement, par la loi, une situation de monopole pour un copain. Le monopole étant l'origine d'un profit substantiel. Et en échange, il y aurait des contributions politiques, des renvois d'ascenseurs ou autres. Il y aurait donc un marché de la réglementation. Si tu veux un exemple plus d'actualité, tu prends le groupe G7. Le groupe G7, c'est quoi? Premier groupe de taxi en France, fondé par M. Rousselet, un proche de Mitterrand. Aujourd'hui, l'entreprise est gérée par son fils, capitalisme d'héritier, et son fils est confronté à la concurrence entre guillemets déloyale des VTC et d'Uber. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il innove? Est-ce qu'il cherche à améliorer le service client? Non. Il va voir ses copains au gouvernement, il fait « Cher copain, on se connaît depuis longtemps, il y a moyen de s'arranger. » Et le gouvernement dit « Il n'y a pas de souci, on va te faire la loi Thévenoud qui met des bâtons dans les roues au VTC. » Ça pourrait illustrer du public choice. Attention, Uber aussi fait du public choice.
Uber aussi fait du lobbying. Uber aussi cherche à avoir des réglementations favorables. Donc c'est pas G7 qui sont des pourris et la classe politique qui est corrompue, c'est en gros tout le monde joue avec ce type de marché de la réglementation. Toi évidemment, tu prends pas parti entre Uber et les VTC dans ta dissertation. Le truc assez marrant ici, c'est qu'on est dans une situation où les libéraux qui sont un petit peu extrêmes, entre guillemets, sont tout à fait d'accord et amis avec les antilibéraux, eux aussi un petit peu extrêmes, sur un point. Le point que l'État est toujours et partout au service d'une minorité. En fait, c'est très rare quand même que les marxistes et les ultralibéraux soient d'accord, mais là-dessus ils sont d'accord, ce qui est assez marrant. L'autre idée, c'est que l'État est au service de lui-même. On a par exemple le modèle de Niskanen. Le modèle de Niskanen nous montre que chaque bureaucrate, chaque fonctionnaire cherche à maximiser son prestige. Et pour maximiser son prestige, il va chercher à maximiser le budget qui lui est alloué. Il va chercher à maximiser le nombre de subordonnés qu'il a. D'où une tendance finalement à l'hypertrophie de la sphère publique et à des gaspillages de dépenses publiques, parce que chacun, à chaque échelon, veut maximiser le nombre de subordonnés et le budget qui lui est octroyé. Autre théorie qui est absolument géniale, c'est le modèle de Nordhaus. Le modèle de Nordhaus, ça veut dire que le pouvoir politique instrumentalise les variables macroéconomiques à des fins de réélection. Très classique. C'est aussi ce qu'on appelle l'école du cycle politico-économique. L'école du cycle politico-économique nous montre que les cycles économiques et les cycles électoraux sont corrélés. Tu vois, par exemple, avant une élection, tu fais une petite relance vite fait bien fait, pour réduire le chômage, les gens sont contents et ils votent pour toi. Classique. Si tu veux un exemple que tu gardes pour toi, parce que tu peux vraiment le mettre en citation, sinon ils vont penser que tu fais un peu de lynchage, tu prends Hollande. Hollande, il a dit qu'il n'allait pas se représenter s'il n'arrivait pas à inverser la courbe du chômage. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend de l'argent public et il paye des mecs à rien foutre. Ça s'appelle les emplois aidés. Il a créé en 2015 plus de 100 000 emplois aidés. Ça a un coût pour la société d'environ 1 milliard par an. Et l'ironie du sort, c'est qu'une personne qui a un emploi aidé, une fois que cet emploi aidé est fini, sa probabilité de trouver un travail est inférieure à la personne qui était restée au chômage. C'est ce que nous montre Nicolas Bouzou, B-O-U-Z-O-U, cette anecdote. Toi, il ne s'agit pas de tracher Hollande, enfin, Sarkozy fait la même chose, tout le monde a fait la même chose. Tu montres juste qu'il existe une instrumentalisation des variables macroéconomiques à des fins de réélection. Tu cites Nordhaus, t'évites de citer des exemples et des gouvernements, parce que sinon on risque de croire que t'es pour un gouvernement ou pour un autre, et t'es pas ici pour faire de la politique, ok? Mais retiens l'idée des emplois aidés, je pense que ça illustre vachement bien le modèle de Nordhaus. Le modèle de Nordhaus, ça marche dans pas mal de sujets. Réfléchis-y, mais tu remarques qu'il y a pas mal de sujets. Dès qu'il y a un sujet sur la politique économique, on peut un peu torpiller le sujet en disant, ouais, d'ailleurs, de toute manière, c'est de la fraude, c'est juste des fins de réélection. Tu vois, on te demande, c'est un sujet sur la politique industrielle, sujet un peu complexe, tu peux faire un grand 2 très critique en montrant, mais non, de toute manière, la politique industrielle, c'est seulement là pour aider les copains, et éventuellement se faire réélire. Tu vois, Alstom est en difficulté. Là, au moment où je fais ce cours, là, on a Alstom qui est sur le point de fermer une unité de production. On est en 2016, va bientôt y avoir des élections, ça fait assez moche. Et ben l'État va essayer de tout faire pour empêcher la fermeture, quitte à payer les ouvriers à faire n'importe quoi, puis ils pourront dire, nous l'État, on protège les emplois. On instrumentalise les variables macroéconomiques à des fins électorales. Une idée super intéressante. Une idée aussi super pessimiste quant à l'efficacité de la politique économique. Mais bon, dans cette partie, on défend des idées libérales, même si elles sont un petit peu radicales. Passons à l'idée suivante. Dans cette idée, on va voir comment l'État est synonyme d'inefficacité. Encore une fois, on continue à s'inscrire dans une perspective libérale et très critique vis-à-vis des gouvernements, des administrations publiques, mais aussi des entreprises publiques. On va voir deux trucs, l'X-inefficiency de Leibenstein et le triangle d'Arberger. Alors, l'X-inefficiency de Leibenstein. Leibenstein nous montre qu'en absence de pression concurrentielle, c'est ce qui est le cas des entreprises publiques, l'absence de pression concurrentielle entraîne une hausse des coûts moyens et marginaux. Ça veut juste dire ça, c'est la X-inefficiency. C'est logique en fait. Si tu es en monopole public, parce que tu es la SNCF, est-ce que tu as une incitation à être plus efficace? Est-ce que tu as une incitation à maîtriser tes coûts et tes prix? Bah non, tu t'en fous, tu es en monopole. Il n'y a pas de concurrent qui peut venir te piquer tes clients, donc tu es tranquille. Tu n'as pas d'incitation à optimiser tes coûts, et donc potentiellement, tu auras des coûts moyens et des coûts marginaux qui seront relativement élevés. Si tu veux un exemple concret, en 1977, l'entreprise publique British Steel, avec 230 000 salariés, produisait moins que l'entreprise Krupp, qui était une entreprise privée, avec 90 000 employés. Dans les deux cas, on est sur la sidérurgie. British Steel et Krupp. 230 000 employés d'un côté, 90 000 de l'autre. Ce qui semble illustrer la théorie de Leibenstein. Autre théorie un petit peu complexe, le triangle d'Arberger, que je t'ai mis en image ici. Le point de départ de ce triangle, c'est le graphique des surplus de Marshall. Au-dessus, le prix de concurrence, qu'on met ici PC, on a le surplus du consommateur.
En dessous, on a le surplus du producteur. On observe qu'en monopole, l'entreprise a un pouvoir de marché. Elle est market maker, elle est price maker. Elle peut donc imposer un prix de vente plus élevé. Donc on a PM, le prix de monopole, qui est supérieur à PC. Ce qui a tendance à accroître le surplus du producteur au détriment du surplus du consommateur. Néanmoins, il y a un problème. Parce qu'à ce prix PM, il y a beaucoup de consommateurs qui ne sont pas prêts à acheter. La demande est inférieure. Et donc en fait, on a cette perte de demande. Cette perte de demande, ce triangle AEC. Ça, c'est des biens qui seront ni achetés, ni vendus. Autrement dit, c'est une perte de surplus pour le consommateur, c'est une perte de surplus pour le producteur, c'est donc une perte de surplus pour la société dans son ensemble. Cette théorie, le triangle d'Harberger, sert à critiquer les monopoles. Et donc a fortiori les monopoles publics. Mais c'est une théorie que tu peux utiliser pour critiquer les monopoles tout court, pas forcément pour critiquer l'État, pas forcément pour critiquer les monopoles publics. Elle est très pratique, pense à la mettre. C'est un joli graphique, les graphiques ça rapporte des points. C'est aussi une théorie que tu peux appliquer pour la fiscalité, essaie d'y réfléchir. Qu'est-ce qui se passe quand on met une taxe? Eh bien le prix augmente. On pourrait dire qu'on a PC qui est le prix normal et PM c'est le prix avec la taxe. La taxe augmente, du coup il y a certains consommateurs qui sont rationnés, qui font non, moi ce prix-là je n'achète pas. Et donc on aurait cette perte sèche, cette perte de surplus pour l'ensemble de la société qui est le triangle AEC. D'ailleurs dans ton graphique, n'hésite pas à colorier ou à assurer le triangle AEC pour bien mettre en évidence. Ça c'était le triangle d'Harberger, un super modèle. On a vu dans le grand A l'aspect théorique de la critique de l'État. Dans ce grand B, on va voir le cas pratique. On va voir historiquement qu'est-ce qui s'est passé. On va observer le désengagement de l'État dans les P2M et dans les PED depuis les années 70 et les années 80. Pour ça, on va voir la crise de l'État et la crise de l'État-providence. On va analyser le tournant libéral incarné par Reagan ou encore Thatcher, puis voir les cas spécifiques des pays en développement, du Mexique, de la Chine ou de l'URSS. Crise de l'État et crise de l'État-providence. Bon, le premier point de la crise de l'État, c'est la crise d'inefficacité. C'est ce qu'on a vu en gros avec Chirac. En fait, je vais mettre Chirac ici, bêtement je l'ai dit avant, bon c'est pas grave, du coup il est là, la relance Chirac. L'autre critique qu'on pourrait mettre, c'est l'hypertrophie de l'État. L'hypertrophie, ça veut juste dire que l'État gonfle, grandit, pèse de plus en plus lourd dans l'économie, pèse de plus en plus lourd dans l'investissement, mais sans que ce soit d'une réelle efficacité. On remarque une tendance de l'État à déterminer un périmètre du secteur public qui est toujours plus grand. Avec les nationalisations sous Mitterrand en 80 et 82, ce périmètre devient encore plus large. Dans l'industrie, Thomson, Saint-Gobain ou Rhône-Poulenc sont nationalisés. On a aussi 39 banques qui sont nationalisées, notamment Paribas, le CIC. Et au final, on observe qu'avec ces nationalisations, c'est presque 700 000 salariés qui rentrent dans le secteur public. Au final, en 1982, on a 20% de la valeur ajoutée française qui est produite par le secteur public. On a 35% de l'investissement en France dont l'origine est étatique ou publique. Le secteur public emploie 6 millions de personnes, contre environ 3 millions au lendemain de la guerre. On a donc cette hypertrophie de l'État qui va à l'encontre de l'efficacité. En 1987, Pierre Rosanvallon sort un livre qui s'appelle La crise de l'État-providence, où il montre que l'État-providence français est confronté à une triple crise. Tout d'abord, une crise d'efficacité. On est dans les années 80, le plein emploi des 30 glorieuses est fini, on a une hausse de la précarité, de l'exclusion, une hausse progressive à cette époque-là des inégalités, et on observe que l'État ne parvient pas finalement à juguler ces maux. Crise d'efficacité. On a aussi une crise de financement, avec l'explosion de la dette publique. La dette publique au début des années 80, c'est environ 20%, et ça monte progressivement mais rapidement jusqu'à 60% au début des années 2000, et à environ 100% aujourd'hui. Évidemment, les chiffres d'aujourd'hui ne sont pas cités par Rosanvallon, puisque c'est un bouquin de 87. Troisième crise, une crise de légitimité. On a une perception dégradée de l'action de l'État et de la politique sociale. C'est donc la triple crise de l'État-providence. Crise d'efficacité, crise de financement, crise de légitimité. C'est pas une référence très originale, mais on veut que tu la mettes. Le tournant libéral dans les P2M. Dans les pays anglo-saxons, des personnalités politiques obstinément libérales arrivent au pouvoir. Ronald Reagan, dans son discours d'investiture du 20 janvier 1981, prononce cette phrase très célèbre « Le gouvernement n'est pas la solution à nos problèmes, le gouvernement est le problème ». Et il va enclencher un recul de l'État. Il va déréglementer l'économie. Parmi ces mesures phares, on peut citer une baisse de la fiscalité sur les hauts revenus, afin d'éviter la concrétisation d'une courbe de l'affaire. Tu sais, la courbe de l'affaire, c'est l'idée selon laquelle trop d'impôts tue l'impôt. On a le Economic Recovery Tax Act, qui entre 1981 et 1986 va faire baisser le taux marginal supérieur d'imposition. Donc le taux marginal supérieur d'imposition
va baisser de 70% à 28%. Ça correspond à l'idée du ruissellement, ou la trickle-down theory, qui est une idée en fait héritée d'Adam Smith et qui a été redécouverte dans les années 70, selon laquelle si on laisse les hauts revenus s'enrichir, si on laisse le haut de la pyramide sociale prospérer, voire surprospérer, alors cette richesse va ruisseler vers le reste de la société, couche sociale après couche sociale, et c'est l'ensemble de la société qui va bénéficier de l'accroissement de la richesse du haut de la pyramide sociale. C'est évidemment une vision extrêmement libérale et optimiste des inégalités. On fera un cours spécifique sur les inégalités, c'est un chapitre passionnant. Donc ça c'est le trickle-down theory, ou la théorie du ruissellement, redécouverte par Reagan, ou encore par Thatcher. Margaret Thatcher arrive au pouvoir en Grande-Bretagne en 1979, et à partir de 1981, elle privatise massivement. Elle commence par British Aerospace en 1981, puis dans la foulée, elle va privatiser 65 autres entreprises publiques. Donc des fleurons entiers, ce sont des fleurons industriels, bancaires ou autres, qui vont passer du secteur public au secteur privé. Thatcher va aussi refuser de continuer de maintenir certains secteurs via des subventions publiques. On aura donc la grande grève des mineurs, où les mineurs vont protester finalement contre la déréglementation et la destruction de leur activité, parce que Thatcher va arrêter de subventionner ces activités dites du 19e siècle, et elle, en gros, elle va réagir à ces grèves de mineurs en envoyant la police à cheval, quoi. En gros, elle fait une charge de cavalerie dans la foule. Assez viril comme méthode de gestion des foules quand même, hein. C'est quand même autre chose que le CRS qui pleure parce qu'on a brûlé sa bagnole, quoi. Les déréglementations, c'est évidemment le mot d'ordre. Une déréglementation, pour donner une petite définition, c'est une politique qui vise à obtenir les effets recherchés de la réglementation économique ou sociale à moindre coût pour la collectivité, en rétablissant les fonctions de la concurrence comme instrument d'allocation des ressources entre les différents marchés. C'est la définition que propose Stigler dans Theory of Economic Regulation en 1971. Je te la refais. Il s'agit de politiques visant à obtenir les effets recherchés de la réglementation économique et sociale à moindre coût pour la collectivité, en rétablissant les fonctions de la concurrence comme instrument d'allocation des ressources entre les différents marchés. Stigler, Theory of Economic Regulation. Ça veut juste dire qu'on estime que la réglementation par l'État, toutes ces politiques structurelles qui vont encadrer, qui vont entraver peut-être aussi le marché, ne seraient pas plus efficaces que le marché. Encore une fois, dans les années 70-80, on a un changement de paradigme, et la foi dans le marché est sensiblement plus forte que pendant les décennies qui ont précédé. Aux États-Unis, la déréglementation en fait, ne commence pas avec Reagan, elle commence avec Jimmy Carter. En 1978, le Congrès déréglemente le transport aérien. La conséquence, un peu néfaste, c'est qu'en 1983, les services à des centaines de petites villes ont été supprimés. Mais dans d'autres secteurs, la déréglementation porte ses fruits. En 1980, le transport routier et ferroviaire est libéré. Par conséquent, le prix du transport routier a baissé de 30% entre 1980 et 2000. C'est des chiffres que donne Robert Reich dans Supercapitalisme en 2008. Lui, il explique que les déréglementations ont, ouvrez les guillemets, réveillé l'ardeur animale du capitalisme. Réveiller l'ardeur animale du capitalisme. L'objectif des déréglementations, c'est de rendre les marchés contestables. Donc, les marchés contestables, c'est une théorie qu'on doit à Baumol, Panzar et Willig dans Contestable Market and the Theory of Industrial Structure, publié en 1982. C'est une théorie qui montre que si on veut tendre vers une situation proche de la concurrence pure et parfaite, on n'a pas besoin de respecter les 5 conditions de la concurrence pure et parfaite. Il suffit d'en respecter une seule, qui est la libre entrée et libre sortie. Je t'explique. Admettons que tu sois en monopole, par exemple. Donc, autrement dit, l'atomicité n'est pas respectée. Mais qu'à tout moment sur le marché, quelqu'un peut rentrer et te concurrencer. Est-ce qu'en tant qu'entreprise en monopole, tu vas appliquer un prix de monopole? Probablement pas. Si tu as un prix trop élevé, pas mal d'acteurs vont sentir la bonne affaire, vont rentrer sur le marché avec un prix légèrement inférieur et vont bouffer ta marge. Donc t'as beau être en monopole, si la libre entrée et libre sortie est assurée, tu vas être forcé à imposer un prix proche du prix de concurrence pure parfaite. Prenons exemple, la Commission européenne, depuis plus de 20 ans, 25 ans maintenant, encourage cette théorie des marchés contestables. Elle veut encourager la concurrence. Elle veut casser les monopoles publics. Par exemple, elle a forcé France Télécom à ne plus être un monopole. Du coup, il y a eu SFR et Bouygues Télécom qui sont rentrés sur le marché. Puis elle a permis à Free de rentrer. Qu'est-ce qui s'est passé avec Free? Bon, il y avait un oligopole, avec une forme d'entente sur les prix, qui a été condamnée par la Commission européenne. Free arrive, propose des prix sensiblement inférieurs, traite les clients de ses concurrents de pigeons, c'est l'expression qu'avait utilisée Xavier Niel,
Xavier Niel se qualifiait aussi de briseur de monopole. Briseur de monopole, c'est l'expression que tu peux mettre, celle qu'il utilise. Et Xavier Niel va casser les prix et détruire l'oligopole et l'entente sur les prix qu'avaient organisé SFR, Orange et Bouygues Télécom. Les marchés contestables ont favorisé la concurrence, ce qui devrait être au service du consommateur. Parce qu'au final, le consommateur en France bénéficie des prix d'abonnement téléphonique parmi les plus bas d'Europe. La Commission européenne a aussi cherché à rendre le transport ferroviaire contestable. C'est ce que je t'avais expliqué. On va séparer RFF, qui possède les réseaux ferroviaires français, de la SNCF, qui les exploite et qui paye la RFF pour pouvoir les exploiter. Entre guillemets, elle va louer les rails. Et la Commission européenne a imposé que d'autres entreprises puissent elles aussi faire rouler des trains, autrement dit, louer les rails de RFF en France. On l'a vu, dans les faits, la SNCF reste comme un monopole. Truc marrant d'ailleurs sur l'aspect de la SNCF comme monopole, la Commission européenne a aussi libéralisé la vente de tickets. Ce qui permet à une boîte comme Capitaine Train, qui était revendue pour je crois un truc comme 100 millions ou 200 millions, je sais plus, à un grand groupe, ce qui permet à Capitaine Train en fait de proposer la vente de billets en dehors de la SNCF. Fait une application où ils vont juste vendre les billets SNCF en prenant une commission dessus et en créant une super expérience utilisateur qui a permis à des dizaines de millions d'utilisateurs d'adopter cette application et de soutenir ce projet. Capitaine Train. Autre type de concurrence qui est intéressante, puisqu'on parle de la concurrence, c'est la concurrence intermodale. Tu vois, certes, la SNCF est en monopole, mais tu peux prendre Blablacar, ou tu peux prendre EasyJet. Ce qui nuance un petit peu l'aspect du monopole. C'est pas parce qu'une entreprise est en monopole qu'elle est entre guillemets vraiment monopole. Du fait de la concurrence modale, on peut trouver des alternatives. Blablacar, si tu veux en parler, tu mets un chiffre, t'expliques que c'est une entreprise qui est valorisée à 1 milliard de dollars. Cela permet de mettre un chiffre supplémentaire dans ta dissertation. Pour revenir à nos déréglementations, les déréglementations ont aussi été financières. Ça s'enracine dans les 3D. Les 3D, c'est une expression de Bourguignat pour désigner la déréglementation, le décloisonnement et la désintermédiation des marchés financiers. Il explique ça dans un livre qui s'appelle Les vertiges de la finance internationale. Exemple très célèbre de déréglementation financière, l'abrogation du Glass-Steagall Act. Le Glass-Steagall Act était une loi de 1933 qui avait imposé la séparation des métiers bancaires entre d'un côté les banques de dépôt et de l'autre les banques d'affaires. C'était une politique structurelle au sein du New Deal qui a été abrogée en 1999 sous Clinton par une loi qui s'appelle le Gramm-Leach-Bliley Act. Voyons les cas des pays en développement. Au début des années 80, les pays d'Amérique latine sont confrontés à la crise des dettes publiques. Ce qui s'était passé, c'est que pendant la décennie 70, les pays en développement, en particulier les pays latino-américains, s'étaient massivement endettés à l'étranger pour financer leur développement. Il y avait donc une dette qui était privée, donc les entreprises privées s'étaient endettées, mais aussi et surtout une dette publique, pour les entreprises publiques et l'État. L'État avait constitué de grands groupes industriels qui étaient le fer de lance de l'industrialisation et du développement de ces pays. Le problème, c'est que tout ça s'est fait à crédit. Entre 1970 et 1980, la dette extérieure des PED était passée de 100 milliards de dollars à 1000 milliards de dollars. Je dis bien la dette extérieure. Je dis pas la dette publique, je dis pas la dette privée, je dis la dette extérieure. La dette extérieure, c'est l'ensemble de l'argent qu'on doit à des créanciers qui sont étrangers. Peu importe si le débiteur il est public ou privé, le créancier est étranger. On parle donc de dette extérieure. Elle passe de 100 à 1000 milliards de dollars. En 1982, le Mexique n'arrive plus à rembourser sa dette. Il déclare un moratoire sur sa dette. Un moratoire, ça veut dire stop, stand-by, arrêt sur image. J'arrête de payer mes échéances. J'arrête de rembourser ma dette pour une durée indéterminée. Le temps de voir ce qui se passe et d'évaluer la situation. En 1985, c'est le Brésil qui cesse de rembourser. On verra dans le cours sur le développement qu'est-ce qui a été mis en œuvre pour justement gérer cette dette des PED. Ce qui se passe, c'est qu'au final, dans ces pays, on a un recul forcé de l'État. L'État va privatiser. Il va y avoir un désengagement de l'État. On va aussi avoir ce qu'on appelle les plans d'ajustement structurel, ou PAS. Les plans d'ajustement structurel sont des politiques imposées par le FMI et la Banque mondiale en échange d'une aide financière. Tu vois, il y a un pays qui est en difficulté, en général un pays en développement, et il va demander une aide financière au FMI et à la Banque mondiale pour pouvoir continuer à payer ses fonctionnaires et à faire face à ses engagements financiers. Le FMI va dire, écoute, pas de problème, moi je te prête de l'argent, mais en échange, je veux que tu réformes en profondeur, structurellement ton économie. Et que tu fasses des réformes structurelles qui sont libérales. Tu privatises, tu déréglementes, tu maîtrises l'inflation, tu t'ouvres à la mondialisation. Ce sont les PAS. Les PAS ont donc entraîné l'ouverture des PED, ont donc entraîné aussi le désengagement des États au sein des PED. Les résultats sont très mitigés de ces PAS. Elles sont notamment très vertement critiquées par Stiglitz dans La Grande Désillusion.
Stiglitz prend l'exemple du président Meles Zenawi, qui était le président de l'Éthiopie, qui était confronté à une situation assez particulière. Bon, il avait des difficultés de financement pour son État. Il a donc demandé de l'aide à la Banque mondiale et au FMI. Le FMI a dit, on veut bien t'aider, mais il faut que tu nous montres que tu fais des réformes structurelles de libéralisation pour réduire la dette publique, réduire les dépenses publiques. Bon, Meles avait réduit les dépenses dans la corruption, dans l'armée, et dans d'autres types de dépenses comme ça qui ne sont pas vraiment productives économiquement ou socialement. Par contre, il avait accru et maintenu les dépenses de santé et d'éducation. Qu'est-ce qu'a dit la Banque mondiale et le FMI? Non, on refuse de t'aider parce que tu as accru tes dépenses. Voilà. Il y a un niveau de dogmatisme au sein du FMI et de la Banque mondiale que Stiglitz a assez violemment critiqué. Pour lui, c'est du dogmatisme, c'est même de la connerie en fait. Il a eu un prix Nobel entre autres pour ça, pour cette critique des institutions financières internationales qui sont trop libérales. Autre exemple intéressant pour nous, évidemment, l'URSS. L'éclatement de l'URSS signe la fin de la planification soviétique, signe la fin du dirigisme, et pour de très nombreux pays, que sont la Russie et les anciens pays satellites, on va avoir une adoption du libéralisme, et donc de facto un recul de l'État. Notons que dans tous les pays ça se passe pas très bien. Les pays d'Europe de l'Est ont eu ce qu'on appelle une récession transformationnelle, c'est une expression de Corneille, pour dire que voilà, la transition est un petit peu compliquée, avec des petites récessions de 3-4%, et après ces pays, pour certains, se sont redressés assez rapidement. La Pologne, par exemple, a une croissance relativement rapide, due à un commerce et à une intégration industrielle avec l'Allemagne. Bon, tous les pays ne se portent pas très bien, les Balkans ça passe assez mal, l'Ukraine ça passe assez mal, mais dans l'ensemble il y a des pays qui se sont bien tirés à l'Est. La Russie, forcément, le bilan est beaucoup plus mitigé. Sous la présidence de Eltsine, le PIB par habitant était divisé par deux, donc le PIB par habitant qui était quand même pas glorieux à l'époque soviétique, a été divisé par deux, et finalement ça remonte sous Poutine, grâce en fait à la hausse du prix des hydrocarbures, qui fait rentrer énormément d'argent dans le pays. Stiglitz consacre un chapitre dans La Grande Désillusion sur le cas de la Russie. C'est un chapitre qui s'appelle Qui a perdu la Russie, et il montre que la libéralisation de l'économie en Russie, c'était une libéralisation très clairement à l'arrache, qui se fait de manière dogmatique absolue et extrêmement rapide, a entraîné l'apparition d'un capitalisme des copains et des mafieux. Capitalisme des copains et des mafieux, c'est l'expression de Stiglitz que tu peux évidemment réutiliser avec des guillemets. Après, je pense que ça, tu connais un petit peu l'histoire, on a les grands oligarques qui ont capté toute la richesse du pays, toute la richesse minière, toute la richesse gazière, toute la richesse industrielle. Tu peux citer Khodorkovsky, tu peux citer Abramovich par exemple. Bon, Abramovich maintenant il est en exil parce que Poutine ne l'aime pas trop, et Khodorkovsky il a eu le bon goût de s'opposer à Poutine, et il est passé de mec le plus riche de Russie qui en gros devait bouffer du caviar dans les saladiers, à tolard en Sibérie, espionné 24 heures sur 24, qui peut même pas pisser tranquillement quoi. Khodorkovsky maintenant est sorti de prison après genre un truc comme 10 ans ou 15 ans de prison, et il est réfugié en Suisse, et maintenant il fait ouais les droits de l'homme tout ça. Bon en gros c'était un pourri comme les autres, sauf qu'il a eu la mauvaise idée de faire de la politique, il est parti en tôle. Mais bon, donc on a... Voilà. Bon, c'était une petite anecdote sur les Russes. C'est vrai que eux, ça c'est marrant parce qu'ils font jamais les choses à moitié. Dernier cas, la Chine. La Chine est très intéressant parce que eux, ils n'ont pas été dogmatiques. Leur transition au libéralisme a été très smart, très progressive, mesurée. Je vais t'expliquer ce qu'ils ont fait. Deng Xiaoping arrive au pouvoir au début des années 80. Il va donc mettre en place les zones économiques spéciales, ZES. Bon, pour de vrai, il y avait déjà des premières ZES avant lui, mais lui va vraiment généraliser le truc. La ZES, c'est une petite région. On va tester la mondialisation, le capitalisme et l'économie de marché. Par exemple à Shenzhen, ou à Shanghai. Et on mesure ce qui se passe. On regarde comment ça fonctionne. Si ça se passe bien, on va élargir la ZES, voire en créer d'autres. Et en fait, la Chine s'est convertie très progressivement au libéralisme, tout en maintenant l'intervention de l'État, une intervention stratégique. L'État va encadrer la transition vers le libéralisme avec une politique industrielle, où ils vont soutenir leurs champions nationaux, avec du protectionnisme éducateur, qui est une théorie qu'on doit à Friedrich List de 1841, qu'on verra dans le cours sur la mondialisation. On peut citer par exemple le protectionnisme dans le domaine du numérique. Qu'est-ce qu'ont fait les Chinois? Est-ce qu'ils se sont ouverts naïvement à la mondialisation immatérielle et à la mondialisation numérique? Absolument pas. Ils ont bloqué Google, Facebook, Amazon, Twitter, à peu près tout le monde, le temps de développer des concurrents chinois. C'est ce que montre Sheng et Geng dans Experimental China, un article de 2015. Il montre comment la Chine, en l'espace de 5 ans,
a créé 4 des 10 plus grands groupes internet au monde, parmi lesquels on a Tencent ou Alibaba. Alibaba, c'est une entreprise valorisée à 200 milliards de dollars aujourd'hui par exemple. C'est une forme de eBay plus Amazon combiné en Chine. La Chine est vraiment passionnante que pour ce sens très fin du pragmatisme et d'y aller progressivement. Ils font des grandes choses, des choses qui sont radicales, mais qui sont très bien pensées, très bien réfléchies. Après, la Chine est évidemment confrontée à des problèmes, corruption massive, avec le phénomène des princes rouges, pollution catastrophique, on a quand même des gamins de 7 ans qui meurent de cancer du poumon, enfin 7 ans cancer du poumon, on a des protestations sociales qui commencent à grandir sur les réseaux sociaux et dans quelques régions. Donc voilà, la Chine, encore une fois, c'est pas tout rose, c'est un pays qui est confronté à énormément de problèmes, il y a un ralentissement drastique de la croissance, on voit ça dans le cours sur le développement et dans le cours sur la croissance, mais en termes d'intervention de l'État, on a quand même quelque chose de très pragmatique, très intéressant à mobiliser en exploitation. On conclut ainsi ce grand 2 où on a identifié et expliqué le recul de l'État et comment les stratégies des États ont dû évoluer avec le tournant des années 70-80. Évidemment, ce qu'on observe aussi malheureusement, c'est que depuis les années 80, on a une hausse des inégalités. On a une hausse du chômage dans de nombreux pays, dont la France. On a une hausse de l'instabilité financière. Alors, est-ce que c'est la faute du recul de l'État? Difficile à dire. Alors, comme tendance qu'on a aussi depuis les années 80, on a le désengagement de l'État, on a la mondialisation, on a la globalisation financière, on a la multinationalisation des firmes. Donc identifier une causalité entre le désengagement de l'État et la hausse des inégalités, c'est toujours un peu compliqué. Si tu trouves des auteurs qui disent ça, par exemple parce qu'il y a un petit peu Piketty, tu entends, tu peux le mettre. Mais c'est souvent compliqué d'identifier des causalités, les corrélations sont plus faciles. Je répète les tendances qu'on a depuis les années 80, mondialisation, financiarisation des économies, globalisation financière, multinationalisation des firmes, désengagement de l'État, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, hausse du chômage dans certains pays, pas dans tous, hausse des inégalités, hausse de la précarité aussi dans certains pays, et accroissement de l'instabilité financière. C'est toutes des tendances depuis les années 80. C'est important que toi, tu piges les grandes tendances, un peu ce qui se passe, pour pouvoir comprendre comment piloter ta dissertation si jamais tu fais un plan chronologique. Plan chronologique, ça marche nickel. Il n'y a aucune honte à faire un plan chrono. À HEC, on peut ramasser des notes absolument exceptionnelles avec le chrono, et à l'ESSEC et à l'ESCP, ils sont pas hostiles au chrono, ça peut passer. Écrit comme la même, tu peux mettre du chrono, ça passe nickel. Voyons maintenant le grand 3, avec des enjeux d'actualité un peu plus marrants.